avec le temps, et donc au bout d'un an de poste, non pas qu'on sache tout, c'est pas du tout le sujet, mais on agit plus vite professionnellement que d'autres postes de l'administration, c'est certain. Je suis de permanence toutes les nuits, de toutes les semaines de l'année, sauf quand je suis en congé. Donc concrètement, quand il y a un problème la nuit, hors week-end, c'est toujours moi qui suis appelé. L'idée, et là ça je le prends du judo, il faut avoir ses spéciaux, il faut avoir ses techniques. On a en fait 4-5 techniques qu'on utilise tout le temps et qui fonctionnent. C'est un peu la même chose sur une dissertation. Comme on était un anniversaire en 10, on avait des chefs d'État du monde entier qui sont venus pour rendre hommage à leurs soldats tués sur les plages du débarquement. Alors évidemment, il y a des grands alliés qu'on connaît, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Bass qui donne la parole à des fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Philémon Perrault, 29 ans, directeur de cabinet du préfet du Calvados, passé notamment par l'école 42, de nous parler de ses missions en préfecture. En plus des affaires courantes liées à l'ordre public, le protocole et la communication, il a participé à l'organisation de l'anniversaire des 80 ans du débarquement en juin 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Philémon. Bonjour David. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement de Caen jusqu'à Paris pour venir parler de ton métier, directeur de cabinet de la préfecture de Caen. Je vais d'abord te présenter, comme à l'habitude. On parlera de ta motivation pour rejoindre la fonction publique, tes missions en tant que directeur de cabinet de préfecture et bien sûr, les conseils pour les concours pour nos auditeurs. Alors Philémon Perrault, tu es né en mars 1995 à Saint-Quentin en Yvelines et après un baccalauréat économique et social, tu intègres la classe préparatoire HEC du lycée Janson de Sailly de 2013 à 2015. Tu intègres cette école de commerce pour 4 ans avec un master dans le management. Pendant tes années à HEC, tu suivras des cursus complémentaires dans d'autres institutions, une licence de mathématiques appliquée pendant 1 an à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, et tu iras aussi sur tes années 3 et 4, de 2017 à 2019, à Sciences Po Paris pour le master Affaires publiques. Tu feras ton stage de fin d'études à la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information de l'État pendant 6 mois de janvier à juin 2019, avant qu'elle devienne la DINUM, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Tu passes les concours administratifs une première fois, seulement l'ENA, en août 2019, et tu le réussis l'année suivante après une année de préparation. Et pendant cette même année de préparation, tu suivras un cursus informatique à l'école 42 pendant 6 mois. On est en décembre 2020, tu intègres l'école nationale d'administration, et au cours de cette formation qui dure à peu près 2 ans, tu y feras 3 stages. Un stage préfecture à la région Normandie, à Rouen, un stage ambassade à l'ambassade de France au Cameroun, à Yaoundé, et enfin le stage entreprise dans une petite et moyenne entreprise de maintenance et de construction de stations-service, Castres Équipement, en Normandie. À la sortie de l'ENA, tu deviens directeur du cabinet du préfet du Calvados en janvier 2023, poste que tu occupes aujourd'hui. À côté de ça, tu aimes le code et l'informatique, et tu pratiques aussi le judo. Philémon, quel est ton plus beau souvenir personnel ? Sur le personnel et l'intime, on a tous nos jardins secrets, donc j'ai des joies, des souvenirs et qui me regardent, mais je pense que en réfléchissant à la question, le plus beau souvenir professionnel que j'ai, c'est l'hommage national à Léon Gauthier qu'on a organisé le 7 juillet 2023. Donc Léon Gauthier qui était le dernier survivant du commando Kiefer, le commando des Français qui ont pris part au débarquement, puisque il y avait une volonté politique de faire en sorte que la France prenne part aussi au débarquement. Donc il y avait un commando qui avait été envoyé. Donc Léon Gauthier était le dernier survivant. Il est mort à l'âge de 100 ans l'an dernier. Et donc il y a eu un grand hommage national qui a été fait, non pas aux invalides comme ça se fait souvent pour les vétérans de renom, mais sur la plage de Ouistreham. Et donc le son des cornemuses au moment où le cercueil arrive sur le sable était un moment particulièrement touchant. Touchant parce que c'est l'histoire, mais touchant aussi parce qu'on a contribué à faire en sorte que ce moment soit possible. Touchant par rapport à l'histoire et par rapport à ta modeste contribution. Est-ce que ce rapport à l'histoire, ces institutions, le militaire, parce qu'aujourd'hui tu es directeur de cabinet du préfet, donc est-ce qu'il y avait déjà un intérêt lors de ton parcours personnel, lors de ton parcours étudiant, quand tu rentres en prépa au lycée Janson de Sailly ? Alors
Le préfet, c'est une autorité civile, oui. C'est pas un militaire, mais c'est vrai que par les suggestions de son métier, c'est probablement un des postes civils où la militarité est la plus exacerbée. Il porte un uniforme, et il a énormément de contraintes dans ses disponibilités en dehors du temps de travail, etc. Donc il y a cette dimension, mais ça reste une autorité civile. Sur les appétences qu'on peut développer en amont, très honnêtement, moi je viens d'une famille où il n'y avait pas de préfet, de sous-préfet, ni même de hauts fonctionnaires. C'est quelque chose qui est arrivé de façon complètement inexplicable. J'arrive pas à mettre le moment où je me suis dit, tiens, la préfecture m'intéresse, mais c'est arrivé quelque part pendant que j'étais en école de commerce, un peu pour prendre le contre-pied de ce qui était valorisé en école de commerce sur la réussite dans les grandes entreprises, dans la création de startups, etc. Des missions qui sont nobles et que je respecte, mais sur lesquelles j'avais parfois un décalage. J'ai découvert la préfectorale comme ça, et force est de constater que depuis, j'ai l'impression d'être à ma place. Mais pendant ces années à HEC, il faut quand même avoir une motivation pour y rentrer. C'est une des plus grandes écoles de commerce en France. Donc, toi, le Philémon, à 18 ans, tu rêves de grandes entreprises et donc tu as un sursaut quand tu découvres la préfectorale lors d'un stage, par exemple? Je suis arrivé à HEC comme beaucoup en étant un solide généraliste. Il y avait en plus la spécificité en classe préparatoire d'avoir des mathématiques qui était une matière qui m'intéressait et que j'avais envie d'approfondir en post-bac. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la classe préparatoire et ce cadre que je trouvais intéressant du challenge de la classe préparatoire pendant 2 ans, d'avoir une vie monacale pour réussir à accomplir ses projets. C'était quelque chose que j'avais envie de vivre. Et une fois à HEC, l'idée n'était pas d'avoir une carrière toute construite en finance, en conseil ou que sais-je. Certains arrivent avec ces motivations-là. Moi, ce n'était pas les miennes. C'était d'arriver à HEC parce que c'était ce que j'avais réussi à obtenir de mieux à l'issue de ces 2 années de classe préparatoire. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis retrouvé, sans plan de carrière bien défini et avec déjà une appétence pour la chose publique. Quand je suis arrivé à HEC, c'était aussi une des motivations, puisque j'avais plusieurs écoles dans lesquelles j'avais été pris à l'issue des classes préparatoires. Je connaissais ce double cursus avec Sciences Po et cette possibilité d'avoir des passerelles ensuite avec la sphère publique qui était importante pour moi. Et alors, comment tu vis ces années à Sciences Po, dans le master affaires publiques, avec ce lien avec HEC? Parce que si c'est un diplôme sur 4 ans, tu as quand même des comptes à rendre à cette école d'origine. Tu suis pendant 2 ans ton master 1, ton master 2, un cycle complet à Sciences Po, mais tu as aussi des enseignements à HEC? Comment ça fonctionne ce double cursus? Alors c'est une maquette pédagogique qui est un peu curieuse, c'est-à-dire qu'on fait notre première année d'HEC qui correspond à une L3, on l'a fait sur le tronc commun comme tout le monde, et c'est pendant la deuxième année d'HEC, c'est-à-dire le M1, qu'on passe les oraux et qu'on est sélectionné pour pouvoir accéder au double diplôme. Pendant cette année de M1, par laquelle on doit passer pour être admis au double cursus, il y a déjà 25 élèves de Sciences Po qui suivent le M1 d'HEC, qui eux sont déjà rentrés dans le double diplôme et qui sont sur le campus et qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui deviendront ensuite des camarades de promotion qu'on côtoie, mais on ne fait pas encore partie du cursus qu'on va rejoindre et qu'on aura en commun ensuite. Donc on fait ce M1 à HEC, ceux de Sciences Po le suivent avec nous, et ensuite on repart tous ensemble à Sciences Po où on suit le M2. Et par ailleurs, il y a 2 stages à faire, 2 fois 6 mois, avec la contrainte d'avoir un stage dans le secteur privé et un stage dans le secteur public. Et précision importante, à Sciences Po, on arrive sur le 2e semestre de M1, on arrive en janvier, et on fait ensuite le 1er semestre de M2, sachant que le 2e semestre de M2, en tout cas à l'époque, il est dédié au stage. Donc c'est là qu'on fait notre dernier stage qui doit être dans le secteur public. Et tu choisis quelque chose de très informatique. Cette appétence, d'où elle vient? Comment tu l'expliques? Quelque part, l'idée était de se dire par rapport aux élèves de Sciences Po, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut avoir pour l'administration, et sur beaucoup d'aspects, quelque part, et c'est bien normal puisque c'est le but de la formation à Sciences Po, et c'est pas le but de la formation à HEC, l'idée est de se dire que la valeur ajoutée que je pouvais apporter à l'administration, c'était de prendre quelques enseignements que j'avais eus à HEC, notamment cette sensibilité informatique, disruption de grosses structures, de grosses organisations et création de services de manière agile, qui pouvaient être amenés à l'administration. Et mon idée, c'était donc de tirer le fil, ce qui m'a amené à l'Adinum dans une start-up d'État, concept que j'aimais bien, puisque je trouve qu'il permettait d'allier les deux mondes en quelques mots. Et donc dans une start-up d'État qui était démarche simplifiée,
et qui est même une PME d'État, parce qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment, encore aujourd'hui, utilisé partout dans l'administration, qu'on utilise au quotidien. Et donc, j'avais repéré que c'était là que je voulais aller, donc j'ai pris les contacts, je suis allé sur LinkedIn, j'ai démarché les gens, j'ai rencontré, j'ai fait des candidatures spontanées pour arriver à Démarche Simplifiée, justement, structure qui permettait d'allier deux mondes. Tu peux nous expliquer quand même Démarche Simplifiée Ouais, bien sûr, en ouais. quelques mots Bien ce sûr. que c'est? Démarche Simplifiée, c'est pensé comme le Google Form de l'administration, c'est-à-dire que là où il y a moins de 10 ans, il y a une période très récente, beaucoup d'administrations fonctionnaient avec des formulaires papier ou des formulaires PDF un peu artisanaux qui variaient d'une préfecture à l'autre, ou d'une administration à l'autre, qui étaient admis, pas standardisés. Du coup, parfois il manquait des éléments dedans, parfois il y avait des redites dans ce qui était demandé. L'idée, ça a été, c'est un fonctionnaire qui a créé ça, ça a été de créer un outil qui permet à toutes les administrations d'avoir des formulaires en ligne, d'une part, donc de pouvoir créer comme un Google Form leur propre formulaire selon la démarche qu'ils souhaitent créer, et ensuite de rationaliser aussi toute la démarche d'instruction des dossiers. Donc les collaborateurs peuvent se voir attribuer un dossier, peuvent discuter ensemble, peuvent demander un avis extérieur sur un dossier, etc., pour arriver à une décision. Et en parallèle de ça, l'usager, lui, reçoit une notification à chaque étape quand il a créé sa démarche, son brouillon, quand il a envoyé sa démarche, quand il y a eu des modifications qui ont été demandées, quand il y a eu un message qui a été envoyé par l'agent instructeur. L'idée était de complètement repenser le rapport de l'administration à l'usager, et également de repenser la manière dont on fonctionnait, nous, administration. Il y avait des choses qui avaient été gérées depuis toujours en local, dans chaque préfecture ou dans chaque administration, qui créait ces formulaires et qui les instruisait à sa manière. L'idée était de se dire que peut-être sur certains points, toutes les structures ont les mêmes problèmes, donc il s'agit de créer des solutions communes. Et parfois, on demande trop d'informations qui ne correspondent pas aux besoins, et aussi de faire communiquer les administrations entre elles. D'accord, ok. Donc toi, tu t'épanouis dans ce domaine-là, avec cette idée aussi d'avoir cette plus-value, ce regard un peu supplémentaire, d'apporter ton bagage HEC et aussi tes compétences sur le code. Compétences sur le code que tu vas justement perfectionner, améliorer, en passant à l'école 42 pendant 6 mois. D'où te vient cette idée, pendant une année de préparation au concours, d'aller se rajouter un module des enseignements? Alors, à Démarche Simplifiée, moi, j'étais pas sur le code. Il y avait des développeurs professionnels sur ça. Moi, j'étais sur les fonctions support de réponse au public qui ne s'y retrouve pas dans les solutions numériques. Et j'avais fait mon mémoire en parallèle sur l'électronisme et donc, en fait, les limites d'une numérisation excessive ou à outrance ou pas cadrée dans l'État. Sur 42, j'avais passé la piscine. La piscine, c'est 1 mois de code à plein temps, jour, nuit, semaine, week-end. Pour être admis, je l'avais passé en 2018, c'est-à-dire entre mes 2 semestres de Sciences Po, dans l'idée que peut-être ça me serait utile d'avoir cette cartouche-là par la suite. J'ai passé l'ENA en août 2019, j'avais les résultats mi-octobre, je crois, ça ne l'avait pas fait. Début novembre, donc 2 semaines après, je rentrais à 42 pour potentialiser le crédit que j'avais, entre guillemets, le joker que j'avais, et donc j'y suis resté pendant à peu près 6 mois. 6 mois qui correspondent tout simplement au confinement, et donc l'idée aussi là de me recentrer, quitte à être enfermé, de me recentrer sur la préparation des concours. À aucun moment j'ai fait de front la préparation des concours et l'école 42, donc en fait j'ai fait une pause entre octobre et mars où j'ai fait que de l'informatique, et ensuite à partir de mars je me suis recentré que sur la préparation des concours. À vouloir être sur tous les fronts, on est bon nulle part, donc l'idée a été de faire les choses de manière successive. Et je me suis rendu compte, en faisant 5 mois de code à plein temps, aussi que j'avais envie de repasser les concours pour éviter les regrets par la suite, et par ailleurs parce que les matières me plaisaient et qu'elles me manquaient. Je te comprends tout à fait sur bien isoler, bien séquencer les 2 temps. On en reparlera plus en détail sur la partie 3, comment tu as justement appréhendé le concours de l'École nationale d'administration. Mais juste rapidement, la piscine de l'école 42, 1 mois, tu dis jour et nuit, qu'est-ce que ça représente? 42, c'est une école qui a été créée par Xavier Niel avec un principe simple, c'est que si on est motivé, on doit pouvoir réussir ce qu'on a envie de faire. La piscine, c'est un processus d'admission qui a été créé avec comme seul critère celui de l'âge. Je crois qu'il faut être majeur, et encore en y pensant, il y en avait certains qui avaient 17 ans et demi. Donc il faut être majeur ou presque pour pouvoir y aller. Il n'y a pas de condition de diplôme, c'est pas payant. Et donc l'idée, c'est de se dire, vous êtes motivé, vous arrivez devant un ordinateur, donc 42, faut le voir, c'est des pièces entières remplies d'ordinateurs. Vous arrivez le premier jour, vous avez un identifiant, et ensuite vous vous débrouillez. Donc il faut trouver comment avoir le premier tutoriel pour avoir la première consigne pour le premier exercice, trouver des explications, demander à son voisin de droite ou à son voisin de gauche
comment est-ce que ça fonctionne. Et pendant 4 semaines, on progresse comme ça sur des projets en Shell et en C, sur donc, différents projets. Et en fait, on fait l'équivalent de peut-être un semestre de fac d'informatique en un mois parce qu'on fait ça à plein temps. Et à la fin, on arrive à développer des projets. Encore une fois, le seul critère, c'est la motivation. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis quelconques. Tout est fait pour les gens qui sont débrouillards et qui sont motivés. Ça donne envie, on se croirait sur une prépa concours. Nous, on fera les parallèles plus tard. Mais cette expérience, elle est importante dans ton parcours parce que tu vas aussi capitaliser là-dessus pour créer Joël. Alors, je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Mais à la sortie des notes, tu as créé un petit module. Alors, Joël, c'est un petit bot sur Telegram qu'on a créé avec un copain qui était un copain de lycée. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvé à 42. On a créé Joël, qui est un acronyme pour Journal officiel électronique et qui correspond au 3615 Joël sur le Minitel, qui permettait de consulter le journal officiel à l'époque. Et donc on a créé cet outil qui est un bot Telegram où on peut lister les personnes dont on souhaite suivre les nominations au journal officiel ou les fonctions qu'on souhaite suivre. On peut vouloir suivre tribunal, on peut vouloir suivre sous-préfet, préfet. Et ça permet de voir toutes les nominations quotidiennement au journal officiel qui sont en lien avec soit les matières, soit les personnes qu'on suit. Concrètement, ça sert à toutes les personnes qui s'intéressent aux nominations à la sphère publique, mais qui ne vont pas quotidiennement lire le journal officiel, ce qui peut être parfois mon cas. Et donc ainsi, leur faciliter un peu la vie et permettre de ne pas passer à côté de points importants. Et aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs, Joël, après 2 ans, 3 ans à peu près de service ? Alors on a eu un gros boom au début, on avait eu un article d'un acteur public notamment qui nous avait bien aidé, et donc on était monté à au-dessus des 1000 utilisateurs assez rapidement. Et là, depuis, et c'est normal, c'est quand même un outil de niche, on va dire, doit être autour de 1700 utilisateurs, mais ce qui est assez correct, je crois, par rapport à la cible et à la proposition de valeur qui est faite. Et j'en profite, je rassure les auditeurs, c'est un outil qui est complètement gratuit, open source. L'idée, c'était vraiment aussi de se faire un peu plaisir. Ça faisait un projet de plus pour Fabien qui codait. Moi, ça m'amusait aussi de voir ensemble comment on pouvait travailler. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait pro bono et pour l'intérêt général. De répondre à un besoin, effectivement, que toi, tu avais identifié dans ton cursus. Et on mettra bien sûr le lien dans la description de l'épisode. Ah ben, merci. 2 petites dernières questions que j'aime poser. Quelle est ton ambition pour la fonction publique quand tu passes les concours, aujourd'hui? Est-ce que peut-être elle a changé, elle a évolué? L'ambition pour la fonction publique et l'ambition quand je passe le concours, j'avais en tête les 3 concepts de Michel Debré qu'il donnait aux élèves de l'ENA quand il créait l'école à l'après-guerre, qui était le sens de l'humain, le sens de la décision et le sens de l'imagination. Faire en sorte d'avoir une administration qui sache décider, c'est-à-dire avoir des caps clairs, faire en sorte que les voies, quelles qu'elles soient, dans lesquelles on s'engage, soient tenues dans le temps, et dans le temps long, parce que face aux évolutions de société qu'on a, démographiques, numériques, écologiques, c'est seulement avec un temps long qu'on pourra apporter des réponses qui sont satisfaisantes et à la mesure des défis qu'on a. Sens de l'humain, parce qu'on a en tête un peu le ministère de la magie, des dizaines de portes grises qui se ressemblent toutes, des fonctionnaires, des ronds de cuir qui font la tête. Je pense qu'on doit pouvoir être heureux quand on travaille dans l'administration, avoir être épanoui, avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée qui soit bon, des rapports humains qui soient corrects, qui ait un rapport hiérarchique qui est peut-être plus exacerbé que dans d'autres structures au sein de l'administration qui existent et qui me semble absolument nécessaire. Au ministère de l'Intérieur, en plus, il n'y a évidemment aucun débat sur ça, mais avec, encore une fois, ce sens de l'humain qui me semble important et qui est de plus en plus attendu des jeunes qui se posent la question de rejoindre la fonction publique. Et enfin, le sens de l'imagination, faire en sorte, là aussi, de s'adapter à nos transitions et à nos évolutions en essayant de sortir de ce qu'on a déjà fait et de ce qui a soit pas marché, soit ce qui a bien marché mais qui pourrait peut-être marcher encore mieux. Et donc sur ça, réussir là aussi à se poser des questions de manière différente, faire en sorte que les structures que les structures tirent les leçons de ce qu'elles savent faire mais de ce qu'elles ne savent pas forcément faire. Et donc sur ça qu'on arrive à se réinterroger, ce qui est très difficile pour une organisation de grande taille, qu'elle soit du secteur public ou du secteur privé. Super triptyque qui pourra intéresser nos auditeurs quand ils passeront notamment les oraux, puis aussi pour se projeter. Et je garde ce triptyque pour tout à l'heure quand on va parler d'émission du directeur de cabinet du préfet. Dernière question, un objet, une œuvre d'art, un film, un livre, ce que tu veux, qui représente selon toi, qui incarne ce qu'est la préfectorale, le préfet, le directeur de cabinet. Je me suis longtemps posé la question. Déjà, je trouve que c'est une question qui est une très belle question et qui est une question difficile. C'est est-ce que nos métiers sont des œuvres d'art? C'est plutôt une bonne façon d'approcher la chose. Et donc je me suis un peu remis les méninges. Et ce à quoi j'ai pensé,
Et là, encore une fois, j'ai un tropisme Calvados. Hein. J'ai autre chose dans la vie que le Calvados, mais il se trouve que c'est quand même là où je vis depuis quelques temps. Donc, j'y ai immédiatement pensé, c'est la tapisserie de Bayeux. Tapisserie de Bayeux, donc, qui n'est pas une tapisserie, mais qui est une broderie, qui date du XIe siècle et qui raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant, qui va reprendre le trône du roi d'Angleterre et qui devient ainsi le roi d'Angleterre après la bataille d'Hastings, parce que son cousin Harold lui a volé la couronne. Donc raconte comment Édouard le Confesseur meurt, Harold trahit Guillaume monte une expédition, abat des arbres, fabrique des bateaux, traverse la Manche et va faire la guerre à Harold et le tue. Alors l'idée, je le rassure... Là, il faut que tu me fasses le lien avec le préfet, là. Ah, bien sûr, non, l'idée était donc de rappeler le contexte de ce que c'est que la tapisserie de Bayeux. L'idée n'était pas de dire que je me sens Guillaume ou que le préfet doit conquérir l'Angleterre. Non, l'idée était de dire, je trouve cet objet, non pas pour ce qu'il raconte, mais pour ce qu'il représente, très intéressant. C'est d'une part une œuvre qui a 1000 ans, ce qui est rare, hormis l'architecture, finalement, des œuvres qui ont 1000 ans, on n'a pas tant que ça. C'est une œuvre qui a 1000 ans, qui a été faite par des dizaines de personnes. C'est des points de broderie très fins. Et donc, il y a cet enjeu de dizaines d'anonymes dont on n'aura jamais le nom. Et en fait, à l'époque, le sujet, c'était pas de laisser son nom, qui ont pris part à créer cette œuvre. Il y a aussi ce côté touchant et très humain. Il y a des imperfections. Il y a des personnages qui changent de couleur de vêtements d'un tableau à l'autre. Il y a tout ce qui fait qu'en fait cette œuvre est humaine, qu'elle a été à la fois faite par de nombreuses personnes de manière très méticuleuse sur un temps très long, et aussi que c'est pas une machine qui l'a faite, c'est pas un objet industriel, c'est un objet artisanal et artistique qui a été fait par un nombre indéterminé de personnes et qui nous parvient jusqu'à aujourd'hui. Et qui raconte par ailleurs un morceau de notre histoire. Donc je trouve cet objet assez inspirant et je fréquente les musées, j'aime bien les beaux-arts, mais c'est la première fois de ma vie, je suis allé voir la tapisserie de Bayeux à mon arrivée dans le Calvados, j'y suis allé 3 ou 4 fois en 2 mois, enfin j'y suis vraiment allé plusieurs fois. C'est quelque chose qui me laisse complètement fasciné, mais encore une fois par l'histoire, mais l'histoire quelque part on peut la résumer, mais par l'objet en tant que tel. Et qui se rapproche au final de ce qu'est un directeur de cabinet aujourd'hui, c'est-à-dire qui se base aussi sur beaucoup de personnes qui l'aident, qui sont ses collaborateurs au premier niveau, au deuxième niveau. L'idée, peut-être là, je ne veux pas créer des parallèles artificiels, hein, c'est pas le but, mais c'est de dire que je trouve que c'est intéressant que des personnes qui ne l'ont pas fait dans une logique narcissique ou dans une logique de postérité se soient mises ensemble pour faire un objet qui les dépasse complètement et que 1000 ans après, à la fois on admire parce que c'est une œuvre artistique importante et en même temps dans lequel on voit la trace de l'humain avec quelques imperfections, quelques reprises de broderie, etc. et de voir la marque qu'ils ont laissée tout en restant anonymes. Très bien, on y voit plus clair sur ce parallèle avec cette œuvre et on va pouvoir basculer maintenant dans la partie 2 pour évoquer l'émission du préfet, du directeur de cabinet du préfet en détail. Philémon, partie 2 sur ton poste de directeur de cabinet du préfet du Calvados. Première question, forcément, qu'est-ce qu'une préfecture? Qu'est-ce qu'un préfet, un sous-préfet? Et, bien sûr, qu'est-ce qu'un directeur de cabinet? Donc les préfets ont été... c'est une institution qui est millénaire. Hein, on connaît les préfets sous l'Empire romain, le Ponce Pilate, qui condamne Jésus-Christ. Le préfet... L'idée est simple au départ, c'est comment administrer un territoire de grande taille. C'est pour ça que l'Empire romain a des préfets, c'est-à-dire des représentants locaux du gouvernement ou de l'empereur ou du César, partout sur son territoire. Napoléon, qui a quelques inspirations romaines, dira-t-on, recrée les préfets avec cette appellation romaine préfet, alors que jusque-là, sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, on avait... des commissaires royaux, on avait différents types d'administrateurs qui avaient essentiellement pour mission de prélever l'impôt, en plus évidemment des noblesses locales, des autorités locales qui pouvaient exister. Depuis Napoléon, le rôle du préfet il a évidemment évolué, mais ce qu'il faut en retenir à très grands traits, c'est que le préfet c'est le représentant de l'État dans le département. Il n'a pas autorité sur tous les services de l'État, il y a quelques exceptions, comme les questions par exemple d'éducation, de santé
de finances publiques, alors qu'on disait juste avant que c'était autrefois une des raisons d'être. Évidemment la justice et les armées. Sur le reste des politiques publiques à la main de l'État, c'est le préfet dans le département qui est le référent et le responsable de ce qui se passe. Le préfet a évidemment un rôle parfois de facilitateur, de médiateur, de diplomate à jouer, même s'il n'a pas autorité sur la décision finale qui est rendue. À côté des services de l'État, parce que là j'ai une vision très État-centrée, mais c'est un biais nécessaire, le préfet, depuis notamment 82 et la grande loi de décentralisation, doit aussi composer avec les collectivités locales qui ont des compétences propres, qui mènent des politiques publiques, qui ont les moyens pour le faire. Et donc le préfet, qui peut-être autrefois, une époque que je n'ai pas connue, était vraiment seul à bord dans les grands traits de la décision publique dans le territoire, aujourd'hui compose avec les collectivités. Donc on se concerte, on discute, quelle est la meilleure façon pour un territoire d'avancer, qu'est-ce que souhaitent les élus locaux, comment est-ce que l'État peut accompagner une décision ou un cap qui a été pris, et ainsi faire en sorte que la chose publique puisse se façonner à l'échelon local, en cohérence avec le cap fixé par l'État central à Paris, et en lien avec les collectivités locales, conseil départemental, communes, conseil régional pour les préfets de région. On comprend mieux le rôle du préfet, son utilité, sa présence sur le territoire. Sur quelle équipe il s'appuie ? Le préfet il s'appuie sur le corps préfectoral qui sont ses plus proches collaborateurs. Donc ce sont les sous-préfets dans leurs arrondissements, en sous-préfecture. Dans le Calvados, par exemple, il y a des sous-préfectures à Bayeux, à Lisieux et à Vire. Il s'appuie également sur un secrétaire général qui, lui, est basé à Caen et qui est le sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu. Le secrétaire général, c'est le numéro 2 de la préfecture. Concrètement, quand le préfet n'est pas là, c'est le secrétaire général qui est préfet par intérim ou suppléance. Lui, il a comme mission supplémentaire par rapport aux autres sous-préfets d'arrondissement d'assurer à l'échelle départementale la cohérence des politiques publiques qui sont conduites. Et en plus, il gère les questions migratoires, la délivrance des titres de séjour et la naturalisation. Ensuite, il y a le DIRCAP, on y reviendra juste après, mais je voulais également mentionner d'autres personnes qui sont importantes, que sont les directeurs départementaux interministériels. Concrètement, ce sont des directeurs qui ne relèvent pas du ministère de l'Intérieur, qui sont sous l'autorité du préfet et qui sont chargés de la mise en place de plusieurs politiques publiques dans le champ social, dans les affaires agricoles, dans les affaires maritimes, dans le contrôle de la fraude, dans les affaires vétérinaires. Tous ces sujets-là sur lesquels le préfet s'appuie sur 3 directeurs départementaux interministériels. Et alors le directeur de cabinet, Philémon Perrault, qu'est-ce qu'il fait au Calvados ? Alors, le directeur de cabinet, il a 2 grands volets. D'une part, l'aspect protocole et communication. Le protocole, c'est les visites ministérielles, leur organisation, ainsi que les décorations, que ce soit en ordre ministériel ou nationaux. Et la communication, à la fois les liens avec les médias locaux. Nous, on a France Bleu Normandie, France 3 Normandie, la presse quotidienne régionale, et l'utilisation de nos réseaux sociaux, ainsi que des mises en valeur d'actions publiques du préfet, de projets nationaux comme France 2030, etc. Par ailleurs, il y a les questions de sécurité. Ça, c'est le 2e grand volet du cabinet du préfet. Donc il y a une direction des sécurités. Et pour le dire de la façon la plus claire possible, il y a le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu, c'est les questions de sécurité publique. Donc là, c'est le lien avec les forces de l'ordre, la préparation des manifestations, des grands événements d'ordre public, le match de foot aussi qu'on a avec le Stade Malherbe, c'est le bleu. Il y a également, au-delà du volet sécurité publique, le volet renseignement, et donc là, c'est le suivi des personnes radicalisées dans le département. Le préfet, chaque semaine, toutes les 2 semaines, fait un point sur l'état de dangerosité des personnes suivies dans le département. Par ailleurs, il y a le blanc. Ça, c'est les questions réglementaires, les réglementations liées à la sécurité. Donc là, ça va être notamment la question de la gestion des armes et des dessaisissements d'armes pour les personnes, les chasseurs ou les tireurs sportifs qui possèdent une arme et qui ont le droit de le faire, mais qui soit ne sont pas à jour de leurs obligations, soit ont reçu des condamnations ou ont commis des actes qui sont répréhensibles, et donc on peut leur retirer leurs armes, les dessaisir dans ces cas-là. Par ailleurs, il y a tous les enjeux de débit de boissons qui sont en soi un vrai sujet de sécurité, par exemple sur l'exploitation des boîtes de nuit, etc., où il y a tout un volet réglementaire très important sur lequel c'est le cabinet du préfet qui est à la main. Et enfin, il y a le rouge, c'est la sécurité civile. Donc là, c'est la gestion de tous les événements extraordinaires, que ce soit les événements naturels, industriels, donc ça peut être une explosion d'usine, ça peut être un épisode neigeux, des inondations. Et donc là, on a un service qui est en charge de gérer ces crises et de faire toute une planification pour pouvoir
quand la crise intervient, savoir sur qui s'appuyer, avoir les bons contacts, les bons réflexes et tous les outils déjà prêts pour pouvoir répondre. Et alors toi, Philémon, quand tu arrives sur ce poste en 2023, ton premier dossier, il est plutôt bleu, blanc, rouge. Comment ça se passe, cette arrivée, cette introduction en la matière? Je suis arrivé en janvier 2023, une semaine avant la première manifestation contre la réforme des retraites. Donc les premiers mois ont été très bleus, très orientés sur la gestion du maintien de l'ordre et la bonne préparation et conduite des manifestations dans le département. Il y avait des manifestations qui étaient très suivies dans le Calvados et à Caen. Donc c'était le premier point. Donc concrètement, ça veut dire qu'on se lève tôt puisqu'il y a des blocages du périphérique. On essaie d'élaborer rapidement avec les forces de police et de gendarmerie des déviations pour faire en sorte que les blocages soient le moins perturbants possible pour les personnes qui vont travailler. Et ensuite, gérer les défilés traditionnels et les éventuels débordements qu'il peut y avoir. Il y en a eu parfois. Et donc faire en sorte d'apporter une réponse qui soit proportionnée de manière à pouvoir assurer l'ordre public et pouvoir aussi garantir que les personnes manifestent en sécurité. Donc, pour répondre à ta question, c'est le bleu qui a fortement dominé ma première partie, ma première partie de poste, puisque après les manifestations, il y a en plus eu les violences urbaines qui, là aussi, ont eu un écho dans le Calvados, à la fois sur Lisieux et sur l'agglomération caennaise. Et donc, c'est assez mouvementé. Donc, c'est ça ce qui a dominé la prise de poste. Très bleu, d'accord, mais comment toi, avec ton expérience de stage en préfecture pendant l'école, pendant la formation, tu arrives à être le chef, en tout cas à coordonner les équipes, bien sûr toujours à rendre compte auprès du préfet, mais à parler avec le colonel, le directeur départemental de la sécurité publique. Voilà, comment tu te fies à eux, tu te fies à leurs décisions? Il y a 3 points de réponse. Tout d'abord, on n'arrive pas sans expérience, on fait un stage pendant la scolarité, un stage long. Je suis resté 8 mois à Rouen, à la préfecture de région. Donc on a non pas une maîtrise complète, mais en tout cas, on sait à peu près comment les choses fonctionnent. Ça, c'est le premier point qui est important. Le second, c'est effectivement qu'on repose sur des personnes qui sont sachantes. Les gradés, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police qui sont avec nous, sont des personnes qui ont souvent 15-20 ans d'expérience et qui connaissent leur métier. Donc nous, le rôle dans ces cas-là, c'est parfois d'orienter par rapport, aux consignes du préfet, orienter un dispositif dans un sens ou dans l'autre, mais surtout ne pas penser qu'on sait quel est leur métier. Je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, et c'est pas ce qu'on me demande. Donc sur ça, il faut aussi parfois être humble. Les personnes, mais également les agents du cabinet, connaissent le métier, sont là depuis souvent de nombreuses années, ont déjà eu des expériences avant, alors que pour nous c'est une montagne parce que c'est inédit, mais en fait c'est des choses qui sont régulières, et donc il faut savoir s'appuyer sur eux. Et enfin le dernier point, c'est que les années comptent double ou triple. Quand on est directeur de cabinet, on apprend beaucoup parce que les journées sont denses et longues, et donc on a beaucoup d'expériences qui s'accumulent avec le temps, et donc au bout d'un an de poste, non pas qu'on sache tout, c'est pas du tout le sujet, mais on navigue plus vite professionnellement que d'autres postes de l'administration, c'est certain. Les années comptent double ou triple. Bon, je te rassure, tu m'as pas l'air d'avoir trop vieilli non plus entre le moment où on s'est un petit peu croisé à Sciences Po et puis aujourd'hui, mais une semaine type, une journée type, c'est combien d'heures? C'est une mobilisation, tu disais on se lève tôt, mais dans ce cas-là, est-ce qu'à 19h on peut quand même raccrocher? Comment ça fonctionne? Sur les journées de manifestation, sur les épisodes neigeux, d'inondation, on peut se lever très tôt en effet, puisque parfois parfois l'événement à gérer commence même très tôt. Donc parfois on est en préfecture à 5h du matin, et puis pendant les manifestations contre la réforme des retraites, parfois on pouvait rester jusqu'à 22-23 heures à suivre la manifestation, puisqu'il y avait eu la manifestation l'après-midi, il y avait encore des soubresauts dans la soirée, et donc jusqu'à ce que l'événement soit fini, on pouvait aller assez loin dans la soirée. Donc ça faisait des grosses amplitudes horaires. Ensuite, au quotidien, l'idée c'est de ne pas toujours être dans le rouge quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a pas d'événements anormaux. L'idée c'est pas forcément de faire du 8h minuit tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a une amplitude horaire qui est importante. On commence souvent assez tôt, aux alentours de 8h, et on finit souvent assez tard, 20h dans les meilleurs cas, et puis le plus souvent après 21h. Sur les autres points qui me sont importants, sur la gestion de son temps de travail, il n'y a pas que les horaires au quotidien, il y a aussi la gestion des congés, la gestion des sorties de territoire, parce que nous, on est des fonctionnaires
assujetti à un régime assez particulier, puisque moi, pour sortir du territoire un dimanche, parce que j'ai envie d'aller à Paris par exemple, je dois demander l'autorisation au préfet, pour une raison très simple, c'est que le jour où il y a une crise et que tous les sous-préfets et le préfet sont partis à droite à gauche en week-end, qui gère la crise? C'est impensable qu'il n'y ait pas le préfet ou une autorité préfectorale qui soit dans le département. Et donc, on est obligé de demander l'autorisation tout simplement pour s'assurer qu'il y aura une présence et une continuité de l'État dans le département qui soit absolument permanente. Et par ailleurs, j'en finis par là sur les permanences, je suis de permanence toutes les nuits de toutes les semaines de l'année, sauf quand je suis en congé. Et donc concrètement, quand il y a un problème la nuit, hors week-end, c'est toujours moi qui suis appelé. Ça fait beaucoup de contraintes. C'est aussi pour ça que je disais en tout début d'interview que tu étais de passage à Paris et ça fait quelques mois qu'on essaye de savoir et c'était compliqué. Et que tu es le seul invité à qui j'ai autorisé le fait de garder son téléphone, non pas en mode avion, mais justement allumé, ton téléphone professionnel. Donc si jamais il y a quelques interférences sur la ligne, voilà, je demande à nos auditeurs de nous excuser. Mais c'est la contrainte voilà, du directeur de cabinet de préfecture. Mais ça m'a quand même intrigué cette histoire de toutes les semaines où tu travailles, tu dois pouvoir répondre au téléphone la nuit. Tous les soirs, tu as une petite sollicitation. Quelles sont ces occurrences? Non, c'est pas quotidien, c'est hebdomadaire ou bimensuel, on peut dire. C'est souvent pour des hospitalisations d'office ou des gardes statiques. Donc les hospitalisations d'office, c'est les personnes qu'on force à se soigner, soit parce qu'elles sont dangereuses pour elles-mêmes, soit pour autrui. Et donc, dans ces cas, comme c'est des mesures privatives de liberté, c'est l'autorité préfectorale qui les signe. Et si c'est à 2 heures du matin, ce sera à 2 heures du matin. L'autre enjeu, surtout sur l'agglomération caennaise, où on a une forte densité carcérale, c'est les gardes statiques. Donc quand un détenu fait un malaise, doit être hospitalisé, faire en sorte que les conditions de sécurité soient réunies et qu'il y ait des policiers disponibles pour assurer sa garde pendant son hospitalisation. Et ça peut arriver à toute heure du jour et de la nuit. Donc la journée, c'est mes services qui le traitent, et la nuit, ça peut être moi. Et donc ces contraintes en général, c'est des contraintes qui pèsent sur donc, tous les directeurs de cabinet dans tous les territoires. C'est quelque chose de récurrent à laquelle on doit s'attendre si on veut embrasser ce type de carrière. Est-ce que tu es indemnisé pour ces contraintes? Alors oui, les directeurs de cabinet sont tous soumis à ces permanences de nuit en semaine. Parfois, comme ce soir, puisque je suis venu à Paris, je me suis arrangé avec un collègue pour que ce soit lui qui réponde dans la nuit s'il devait y avoir un sujet dans le département. On assure la continuité de l'État aussi avec les collègues. Et par ailleurs, concernant l'indemnisation, je ne suis pas indemnisé pour réaliser mes permanences de nuit ou de week-end, mais j'ai un logement de fonction qui justement est la contrepartie à notre grande disponibilité. On fait en sorte que quand on prend le poste, quelque part, tout soit déjà prêt. On arrive, il y a le logement de fonction, il y a déjà les serviettes de bain, etc. L'appartement est prêt à nous accueillir. Et ça nous fait comprendre deux choses. D'une part, qu'on est de passage, on reste 2-3 ans et on aura un successeur, on a eu un prédécesseur. Et d'autre part, que la contrepartie de ces missions et des quelques à côté qu'on a, ce ne sont pas parce qu'on a une valeur particulière ou parce que la République veut nous honorer et que du coup on a un logement de fonction. Non, c'est que parce que l'idée est faite que tout est organisé pour que nous puissions être disponibles rapidement et à toute heure du jour et de la nuit. Ah oui, ça fait relativiser cette idée de tu n'es que de passage, tout est prêt pour toi, mais ça a servi avant. J'espère que tu as quand même un petit peu de libre arbitre dans le choix peut-être des rideaux ou que sais-je, mais tu es quand même tombé sur le bon timing, puisque en juin 2024, il y a eu les célébrations du D-Day 80, donc 80, je ne sais pas si vous le disiez comme ça, vous, à la préfecture, tu vas nous l'expliquer. Il s'agit d'un gros événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tout d'abord, c'est les commémorations du 6 juin ont lieu tous les ans. Effectivement, les anniversaires en 10, comme on les appelle, sont d'une ampleur particulière. C'est des grands événements déjà localement, parce que dans la population locale, les grands-parents ou les parents, et parfois pour les plus anciens, encore adolescents, la population l'a elle-même vécu. Le débarquement, c'est de l'histoire humaine, c'est de l'histoire familiale, et ce sont des commémorations qui ne sont pas formelles. C'est vraiment un sujet local qui est très fort et très ancré. Ensuite, sur l'événement en tant que tel, comme on était un anniversaire en 10, on avait des chefs d'État du monde entier qui sont venus pour rendre hommage à leurs soldats tués sur les plages du débarquement. Alors évidemment, il y a les grands alliés qu'on connaît,
le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui sont évidemment très représentés car ils ont été menants dans l'opération du débarquement, et ensuite beaucoup d'autres pays qui prennent aussi qui ont pris leur part à un moment ou à un autre dans le débarquement, la Pologne, la Norvège, la Belgique, et au total on a environ 25 chefs d'État qui sont venus dans le département le 6 juin pour assister à la cérémonie internationale et aux commémorations du débarquement. Alors si un directeur de cabinet il est habitué à des visites ministérielles, donc il doit gérer un, voire peut-être deux ministres, là on parle de 25 chefs d'État sur 3-4 jours, avec aussi des flux touristiques, des flux de personnes présentes, de locaux. Comment ça se passe cette organisation? Ça commence un an avant? Raconte-moi un petit peu. Alors tout d'abord, le 79e anniversaire, en 2023, on avait déjà le président de la République qui s'était rendu à Ouistreham et à Arromanches pour les commémorations. Donc j'avais déjà eu l'expérience, et j'ai parlé tout à l'heure aussi de l'hommage à Léon Gauthier où le président de la République était présent, j'avais déjà l'expérience des visites présidentielles. Mais évidemment, une visite présidentielle est sans commune mesure avec des visites conjointes de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président ukrainien, dont le président américain, dont le roi Charles. Donc il y a un moment où effectivement une préfecture n'est pas dimensionnée pour organiser un tel événement. Donc nous, on a eu des renforts, on a eu un sous-préfet à la retraite, un sous-préfet de la réserve préfectorale qui arrivait dès mars 2023 pour organiser un événement 15 mois après. On a eu également des renforts en policiers, en gendarmes, en militaires et en pompiers dans la phase d'organisation et de préparation de l'événement, qui sont arrivés en janvier 2024 de leur côté, et un certain nombre de renforts contractuels, des attachés d'administration qui ont été dédiés à la mission à partir de septembre 23, pour faire en sorte qu'on soit calibré pour cet événement. Et par ailleurs, parce que certes, en local, on avait renforcé les effectifs, il y a un moment, on a aussi l'échelon zonal de la police, de la gendarmerie, qui est basé à Rennes, et l'échelon national, avec par exemple les services de la protection, les gardes du corps, pour le dire simplement, qui sont des services parisiens, qui à un moment aussi jouent un rôle absolument considérable dans l'organisation de l'événement. Là, j'ai une vision très sécuritaire, mais évidemment, ce n'est pas un événement uniquement de sécurité. Il y a tout un enjeu, tout simplement, du sens mémoriel qu'on veut donner. Donc là, il y avait un groupe d'intérêt public, la mission 80e, qui avait été créée à Paris et avec qui on était en lien plusieurs fois par semaine, mais aussi tout le volet diplomatique, avec là le service du protocole au Quai d'Orsay, qui nous a fortement appuyés, qui nous donnait des informations, qui faisait le lien entre ce qui était décidé dans l'organisation de nos cérémonies en France et les ambassades des pays concernés. Et donc à un moment, l'événement dépasse très largement la seule préfecture du Calvados et associe des services zonaux, des services parisiens, pour faire en sorte que notre savoir-faire et notre capacité à organiser, qu'on a revu par ailleurs dans l'année, soit au rendez-vous. Ce que tu nous décris là, on sort des Jeux Olympiques, Paralympiques, où moi personnellement à la ville de Paris, on avait aussi cette échéance dès 2017 de se dire voilà, dans 7 ans, il y a un événement. Là, tu me l'écris à 1 an et demi, un peu avant. C'est très intense, et tu l'as dit toi-même aussi, la préfecture n'était pas capée pour cet anniversaire en 10. Comment concrètement ça s'est déroulé pour toi, ton quotidien, ta charge de travail supplémentaire? Concrètement, il y avait plusieurs missions à réaliser pour faire en sorte que les commémorations se passent bien. Alors, il y a des questions qui paraissent futiles mais qui sont nécessaires. C'est où est-ce qu'a lieu la cérémonie internationale? C'est à Omaha Beach que ça a eu lieu, donc ça avait beaucoup d'implications, à la fois sur les capacités en termes d'invités. Il y a 10 ans, c'était à Ouistreham, qui est une plage beaucoup plus grande que celle d'Omaha et qui se prêtait davantage à des invitations massives. Et donc là, on avait 2 fois moins d'invités, ils étaient un peu plus de 4000 à Omaha. Par ailleurs, Omaha, comment est-ce qu'on y accède? C'est une route départementale, rien de plus. Donc comment est-ce qu'on fait pour acheminer dans des temps raisonnables autant de monde à cet endroit-là? Et enfin, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a les lieux des grandes cérémonies? Donc les cérémonies binationales, les principales, c'est la franco-britannique, la franco-américaine et la franco-canadienne, et la cérémonie internationale à Omaha Beach. La circulation, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est une opération de gestion de flux. Le 80e, c'est acheminer des milliers de spectateurs en sécurité sur des sites de cérémonie. Et en sus de ça, de nombreuses autorités, elles aussi en cortège, avec leurs propres dispositifs de sécurité, etc., à bon port, sur les sites de cérémonie. Pour ce faire,
Il y a évidemment une présence très importante. Il y avait plus de 600 motards de la gendarmerie et de la police qui étaient présents le 6 juin pour assurer ces escortes. On a loué énormément de bus. Il y avait environ 200 bus qui avaient été loués pour acheminer les spectateurs de Caen, de Saint-Lô et de Bayeux vers les cérémonies. Et par ailleurs, pour éviter qu'il y ait une circulation trop importante, qu'il y ait des accidents ce jour-là, des accidents de circulation importants, qu'il peut y en arriver tous les jours, pour éviter de rajouter des événements au 6 juin, la circulation était fortement restreinte dans le département. Concrètement, il y avait une bande de 30 km par 60 qui correspond au nord du Bessin, qui était interdite d'accès. C'est-à-dire que pour y rentrer, il fallait avoir un sticker qui avait été délivré seulement aux résidents ou évidemment aux personnes qui ont une activité économique. Enfin, il fallait avoir eu un justificatif, le présenter, récupérer son sticker en mairie pour pouvoir justifier le fait d'accéder à une zone, encore une fois, assez importante, 30 km par 60. Et il y avait les axes principaux qui, eux, étaient complètement verrouillés, au moins la matinée. Localement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un événement qui est tellement ancré que c'est très, très accepté par la population, pour peu qu'on fasse preuve de pédagogie, que la logistique suive. Mais c'est très accepté. Mais donc on fait un événement complètement hors norme, on bloque la circulation sur des dizaines de kilomètres carrés pour la bonne tenue des cérémonies. Et par ailleurs, à côté de cette gestion des flux, il y avait la gestion de la sécurité des sites. Et donc là, c'est beaucoup de policiers et de gendarmes qui sont engagés pour sécuriser l'aéroport de Caen, pour sécuriser la préfecture, pour sécuriser les sites de cérémonie. Et les sécuriser, ça veut dire gérer les drones, ça veut dire voir si les personnes qui rentrent ont bien des invitations, voir s'il n'y a pas des personnes qui essaient de passer par des chemins de traverse. C'est faire en sorte que le déminage passe pour pas qu'il y ait pas d'engins explosifs. C'est faire en sorte que les équipes de détection NRBC passent aussi pour pas qu'il y ait de sujets bactériologiques, etc. Enfin, c'est vraiment la grosse artillerie qui est sortie pour faire en sorte que quand l'événement se déroule, on soit certain que toutes les précautions et toutes les mesures ont été prises pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions de sécurité. Et alors ces 3 grandes missions par rapport à ta charge habituelle, routinière de directeur de cabinet, ça représentait combien ? À partir du mois de janvier, c'est vrai que la machine commence à monter en puissance. À partir du mois de mars, on fait presque que ça. Les agents de la préfecture, les forces de sécurité, on se réunit très fréquemment, on règle les problèmes pour faire en sorte que l'événement se passe dans les meilleures conditions. Il y a un côté très stimulant à travailler sur la réussite d'un événement bien précis, avec en plus cet engouement avec les services pour la réussite d'une mission qui est la bonne organisation du 6 juin. Et donc, on n'a pas compté nos heures. Dans la dernière ligne droite, on commençait très tôt, on finissait très tard. Le 6 juin, la journée, elle commençait à 3h30 du matin, elle a fini après minuit. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le rayonnement de la France et montrer à quelques semaines des Jeux Olympiques qu'on est en capacité d'organiser de la meilleure des manières des grands événements internationaux. Et donc, évidemment, la mission, elle a pris du temps, mais pour le mieux, avec un esprit d'équipe qui s'est créé, qu'on ne retrouve pas dans la gestion des affaires courantes avec la même envie et la même énergie. Et alors, est-ce que tu as quelques anecdotes croustillantes ? Je te dis ça parce que Raphaël, dans l'épisode 1 de la saison 2, a nous raconté que lors de son stage en préfecture à Pau, avait dû trouver en urgence un tapis rouge pour permettre un des officiels de pouvoir sortir de l'avion avec quand même un standing, une forme à respecter. Et elle avait été bien embêtée parce qu'elle avait dû trouver en urgence ce tapis rouge. Est-ce que toi, tu as eu ton tapis rouge à toi pour ce D-Day 80 ? L'avantage, c'est que tous les 10 ans, il y a les commémorations. Donc, l'aéroport, ils sont bien rodés. Et le tapis rouge était prévu. Sur les autres anecdotes, rien de disciple, malheureusement. Mais effectivement, on a des souvenirs plein la tête avec une journée comme celle-ci. Les choses croustillantes, j'ai gardé pour moi. Tant pis pour nos éditeurs, mais ça fait partie des contraintes forcément du métier de garder son téléphone la nuit, mais aussi de ne pas pouvoir raconter d'anecdotes croustillantes. Tant pis, dommage. On va pouvoir basculer sur la partie 3, sur les conseils pour nos éditeurs qui préparent les concours. Partie 3, toujours la première question, une anecdote, un conseil, une situation où tu as été en difficulté et où tu aurais aimé avoir un conseil en amont pour mieux gérer cette situation. On l'a dit tout à l'heure, les préfets portent l'uniforme, les sous-préfets aussi, et donc on fait des cérémonies. Une cérémonie, c'est un exercice qui est très cadré, qui est
pas compliqué en soi, mais si on n'a pas les codes, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on salue, quand est-ce qu'on ne salue pas, quand est-ce qu'on est dans le rang, quand est-ce qu'on s'avance, etc. Il y a la première cérémonie où j'étais en uniforme, donc c'est un moment important dans une vie de sous-préfet. C'est assez touchant de pouvoir, enfin assez émouvant de pouvoir porter l'uniforme. Dans notre petit guide du corps préfectoral, hein, sans trahir de secret, les règles sont expliquées très clairement, mais c'est vrai que si on n'a pas les clés de lecture, ça peut être compliqué de se rappeler de tout, de bien hiérarchiser ce qui est expliqué, etc. Et il y a écrit, dans le doute, regardez ce que font les militaires et faites comme eux. Parce qu'en général, ça marche assez bien. Le problème, donc j'étais arrivé très confiant à cette première cérémonie, en me disant, bon, dans le doute, je regarderai à droite et à gauche discrètement pour justement saluer quand il faut, etc. Bon. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'à un moment, je me retrouvais sorti du rang devant le reste des autorités présentes, et donc je ne voyais plus personne en visuel, puisque tout le monde était derrière moi. Et donc, j'ai salué au mauvais moment. Enfin, je n'ai pas salué plutôt au bon moment. Il y avait la minute de silence qui est faite après la sonnerie aux morts. Moi, c'est le b.a.-ba de la cérémonie, que c'est un moment où on garde le salut, en hommage aux morts. Et donc, malheureusement, là, j'ai pas gardé le salut pendant la minute de silence. Je pensais qu'on enchaînait sur la Marseillaise. Enfin, bon, bref, j'ai pas salué quand il fallait. Et bon, sur le coup, et ceux qui assistent à ces cérémonies ont l'habitude, des jeunes sous-préfets, enfin, sont très cléments. Personne ne m'a fait reproche, mais je m'en suis voulu ensuite. Parce que l'idée, quand même, c'est on incarne l'État, on le représente. Notre devoir, c'est de rendre honneur à notre uniforme et donc de bien se tenir en cérémonie. Donc là, malheureusement, l'astuce qui nous avait été soufflée de faire comme les militaires ne fonctionnait pas parce que la disposition de la cérémonie ne permettait pas de s'y tenir. Mais alors le conseil, c'est d'aller voir une cérémonie avant, de scruter un petit peu quand on... Ce que moi, j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire avant cette première cérémonie, je m'étais dit finalement une culture livresque, des petits manuels de protocole suffirait, c'est de se faire expliquer très clairement soit par un militaire, un gendarme ou un militaire de l'armée de terre qui sont très bons en cérémonie, hein, qui ont évidemment une culture beaucoup plus forte que les civils sur le sujet, soit avec le directeur de l'Office national des anciens combattants, le directeur départemental de l'ONAC, comment ça se passe, qu'on me cadre tout simplement et qu'on me réexplique pas à pas la manière de faire. Tout le monde est très bienveillant, surtout avec les jeunes sous-préfets, il n'y a aucune difficulté, mais je ne l'avais pas fait, c'est une erreur. Bon, faut quand même relativiser ton rapport au manuel. Tu as réussi le concours de l'École nationale d'administration. D'ailleurs, sur un temps plutôt réduit, puisque tu as vraiment consacré 6 mois à plein temps sur cette deuxième année de préparation. Le rapport au manuel, le bachotage, voilà, ça fonctionne quand même. Oui, non, le rapport au manuel, il est nécessaire pendant une préparation. Ce que je trouvais de mon côté, on ira peut-être plus en détail ensuite, mais les manuels pour l'ENA, enfin pour la préparation des concours administratifs, moi j'y trouvais pas toujours mon compte. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des bases de manuels, mais qui étaient vraiment des bases, et ensuite j'allais chercher beaucoup d'informations à côté pour être plus en phase avec les attentes du concours. Avec l'actualité ou de recroiser entre plusieurs manuels et avec les cours, bien sûr, dispensés à Sciences Po quand c'était pour toi, mais dans d'autres prépas. Donc la première fois, j'avais du mal à suivre les cours de la prépénat de Sciences Po en raison de l'activité. Et la deuxième fois, je l'ai passé en candidat libre. C'était l'année Covid. Ceux qui étaient inscrits en prépénat ont eu à peu près les mêmes conditions d'apprentissage que moi, mais je l'ai passé en candidat libre en fait en faisant tout le travail que j'avais pas eu le temps de faire en première année, en précisant les fiches, en essayant de synthétiser davantage. Quand on synthétise, c'est qu'on a compris ce que j'avais pas assez fait la première fois. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à reprendre les fiches de la fois précédente, sans, encore une fois, appuyer trop sur des manuels, parce que le risque des concours administratifs, c'est de crouler sous l'information et de vouloir apprendre 3-4 000 pages de manuel, ce qui est pas réaliste. Je te rejoins tout à fait sur le fait que souvent on peut crouler sous les informations, mais qu'on n'a pas eu le temps de les digérer, de les traiter, notamment quand on passe une deuxième fois les concours ou qu'on récupère des fiches par un tel ou un tel. Notre tuteur nous donne les fiches qu'il avait à l'époque il y a 4 ans. On a l'impression que on n'a rien couvert du programme parce qu'il en a plein, alors qu'en fait elles sont plus forcément d'actualité. Et que, ouais, vraiment, c'est d'être capable de prendre du recul sur ces fiches. Parfois la montagne est haute. Je me rappelle pour les finances publiques, vraiment il y a ce côté où il y a un seuil. Il faut atteindre un seuil de connaissances pour que les interconnexions se fassent entre voilà, les finances publiques locales, les finances, la fiscalité. Et il faut avoir justement coché toutes les cases, toutes les thématiques pour après que le monde des finances publiques se révèle à nous sous un nouveau jour. Est-ce que tu as des conseils généraux pour la préparation des écrits, même des oraux,
Des conseils sur la forme ou sur le fond? Sur le fond, je pense que la principale règle, c'est de ne pas vouloir tout savoir. C'est impossible. On a des matières, donc nous c'était 5 écrits, 5 oraux, on ne peut pas être exhaustif sur tout, et c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est être capable de comprendre des sujets complexes, de pouvoir les restituer avec intelligence et de manière synthétique pour en montrer les enjeux pour notre société. C'est ça le critère de sélection à l'ENA, c'est pas de savoir, surtout à l'ère d'Internet, ça n'a pas d'intérêt en fait de sélectionner des gens seulement parce qu'ils ont une bonne mémoire. Et donc je pense que la première année, le premier passage de concours, j'ai trop voulu tout savoir. La deuxième fois, j'ai été finalement plus modeste en me disant non, c'est pas nécessaire de faire ça. La veille d'actualité, elle n'a pas besoin d'être exhaustive. Sur le chapitre, très concrètement, sur le chapitre sur la désindustrialisation de la France, pas besoin de connaître 18 plans de fermeture d'usine dans le détail, c'est pas du tout ce qu'on nous demande. L'idée, et là ça je le prends du judo, il faut avoir ses spéciaux, il faut avoir ses techniques. On a en fait 4-5 techniques qu'on utilise tout le temps et qui fonctionnent. C'est un peu la même chose sur une dissertation. On a son exemple qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on sait utiliser sur énormément de sujets, en culture générale, en économie, en droit, ça marche assez bien, qu'on va pouvoir réutiliser sous différents versants, mais parce que c'est un point qu'on maîtrise. Et encore une fois, c'est pas un contrôle de connaissances, c'est une évaluation de notre capacité à saisir le monde qui nous entoure. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être Wikipédia, ça existe à côté justement, parce que c'est pas humain de vouloir tout savoir. Ça rejoint une des propositions du président de jury, M. Montels, je crois, je ne veux pas écorcher son nom, mais qui proposait que l'épreuve de droit, par exemple, se fasse avec un ordinateur à côté, parce que ça ne sert à rien d'apprendre plus de 500 arrêts et de connaître les textes pour les réciter sur la copie, alors qu'en fait, on a une base de données à côté, quoi. Et bien sûr, pour ma part, sur la culture G, j'avais aussi une panoplie peut-être de 20-25 références qui étaient un peu pas de côté, qui n'étaient pas dans les manuels, le Cognier ou d'autres manuels de référence en culture générale, et où parce que j'avais lu les livres, j'étais capable de les utiliser sur 15 sujets différents, 15 thématiques, alors que plutôt quand on apprend des références de livres, Gérald Bronner, La démocratie des crédules, par exemple, je pense que tout le monde en préparation de concours est tombé dessus. Quand on apprend juste ce livre-là sans l'avoir lu, on l'apprend que sur une seule entrée, en fait. Alors que quand on lit le livre ou qu'on lit une fiche de lecture qui est beaucoup plus complète, là, on peut vraiment s'en servir pour 10-15 entrées différentes. Et pour continuer sur ça, l'idée, c'est de capitaliser sur ce qu'on sait déjà. Moi, j'ai repris toutes les œuvres étudiées au lycée. J'avais Bérénice de Racine qui pose plein de questions finalement sur l'engagement public, puisque c'est un roi qui se voit contraint par l'opinion publique de se séparer de Bérénice. Et c'est pas dans les manuels, etc. Et en fait, c'est un truc qu'on peut utiliser dans vraiment beaucoup de sujets et qui est très intéressant. Et sur lequel en fait j'avais déjà tout avant même d'arriver en prépa, donc ça sert à rien de charger la barque pour charger la barque. La prépa c'est intéressant parce qu'on apprend des choses évidemment, sinon quand même on rate une des parties, mais il ne faut pas se dire qu'on reset et tout ce qu'on mettra dans nos copies doit arriver, enfin que l'an zéro de notre connaissance commence avec l'entrée en prépéna. On connaît en master, on connaît déjà 1000 choses qu'on peut réutiliser, et c'est autant de travail déjà abattu qu'on n'a pas à faire pendant l'année de préparation. C'est sûr qu'on peut capitaliser sur tout ce qu'on a appris au lycée, au collège, même quand on a les pièces de théâtre, les ouvrages qu'on a dû lire. Et si on était bon élève, voilà, on les avait lus et on les avait un petit peu comprises. Et en même temps, moi, je l'avais fait ce travail-là en amont de la prépa. Quand j'étais en licence de droit à La Rochelle, en 3e année, j'avais déjà fait une sorte de catalogue de tout ce que j'avais un peu vu et de ce que je voyais à droite à gauche. Mais c'était peut-être trop tôt parce que je ne savais pas l'attendu de l'épreuve de culture générale. Je pense qu'on le comprend que quand on prend peut-être la première claque, ou en tout cas quand on fait 2-3 copies de culture générale et qu'on voit les retours du correcteur qui nous dit peut-être que c'est pas assez dense ou qu'on a mal traité le sujet. Mais c'est là où on comprend, ah oui d'accord, la culture générale ça répond à une méthode. Et là-dedans, je vais pouvoir glisser mes références à moi, pas de côté, culture populaire ou pas, c'est vraiment des possibilités. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire cet état des lieux de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, et le mobiliser correctement, sans vouloir se fatiguer forcément. Alors, on a quand même beaucoup parlé de la culture générale. Est-ce que tu as des conseils peut-être sur la forme dans ce cas-là, et ou sur les oraux ? Sur la forme, les épreuves ayant changé, je pense malheureusement être déjà devenu obsolète, la vie est dure. Mais non, sur la préparation, j'avais un deuxième point qui me semble important, c'est d'être systématique dans les fiches qu'on produit.
Ça ne veut pas dire qu'il faut l'exhaustivité, on vient de le dire, c'est pas ce qui est demandé, mais sur les matières techniques, il faut éviter les trous, notamment avec la nouvelle épreuve de questions courtes. C'est une matière, voilà, c'est bête et méchant. Hein. On est sur des questions qui sont relativement pointues et on ne peut pas se permettre d'arriver le jour J sans avoir couvert le sujet. Donc, ouais, ce que j'avais fait, c'est évidemment, j'avais pris le programme, là, l'arrêté qui définit le programme. Donc ça, je l'avais pris et je m'étais basé sur ça. Ensuite, je m'étais basé sur les archives qu'on évoquait des préparationnaires, des mentors, de ce qui se fait dans les manuels, etc. Et j'avais listé, en finance publique notamment et en questions internationales, tous les sujets qui me semblaient pertinents. En finance publique, ça faisait entre 40 et 45 fiches, qui faisaient entre 2 et 4 pages en général, donc c'était pas 18 pages à chaque fois, hein. C'était quand même quelque chose qui allait à l'essentiel. Et en questions internationales, là, il y en avait beaucoup plus, mais des choses très, très factuelles, très terre-à-terre sur les questions géographiques, à l'époque, étaient conformes aux attentes avec un oral et une préparation très courte de 10 minutes avant, etc. Donc je pense qu'il faut être systématique, et sur ça, il ne faut pas prendre les fiches des autres en se disant il faut que je connaisse tout le contenu de cette fiche, mais de se dire est-ce que cette fiche, dans ma petite bibliothèque personnelle, je la couvre avec ce que j'ai fait. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est intéressant au moins de la regarder une fois. Nouvelle épreuve, effectivement, comme tu disais, qui rassemble les 4 épreuves techniques. On en avait 2 à l'époque aux écrits, questions sociales et finances publiques, et à l'oral, questions européennes, questions internationales, qui sont rassemblées dans une seule épreuve au stade de l'écrit. Et c'est marrant parce que quand tu disais justement de ne pas faire d'angle mort, l'année où on a passé le concours ensemble, bon voilà, bien sûr tu as été admis, moi j'étais admissible, mais sur les finances publiques, la troisième question, je pense que tu t'en souviens comme moi, je crois que quand on a regardé cette question, on s'est tous regardé un petit peu, mais c'est quoi cette épreuve? Est-ce qu'ils se sont trompés? C'était le service public de l'eau avec de la gratuité, je crois. Il y avait une question un peu sur ça. Service d'urgence, non, c'est la gratuité, service d'urgence ou de secours? Exactement, la gratuité et services de secours. C'est ça, et avec un exemple justement sur un incendie, est-ce qu'on va tout à fait. demander le remboursement à la personne qui a fait acte de pyromanie et donc en fait là, c'est impossible d'avoir préparé une fiche sur ça. C'était tellement, j'ai envie de le dire, hors programme. Mais en même temps, on pouvait faire des liens avec la fiscalité, la redevance, le service public de manière générale. Et je pense qu'on a traité de la même manière ce sujet-là des finances publiques, c'est qu'on a fait des fiches qui ne correspondaient pas à des questions. En se disant, je couvre les 150 questions qui tombent tout le temps. Est-ce que l'impôt sur le revenu est-il progressif? Est-ce qu'il est bon? Enfin, est-ce que l'impôt sur le revenu est un bon impôt? On a fait plutôt des fiches qui nous donnaient de la donnée brute, capable d'être ressortie dans le bon temps. Et on s'est gardé le temps de la réflexion pour le moment de la copie, des 5-10 premières minutes, les 15 premières minutes où on doit faire les plans. Il y avait ce côté aussi, on arrive, c'était la dernière question de la dernière épreuve, donc on arrive à un moment, à la fois on est fatigué, mais en même temps on est une machine à produire des plans. Et je me souviens d'avoir pris, j'ai parlé de ma copie avant de venir, et je me souviens d'avoir pris beaucoup de notions de droit public que j'avais pris dans mes fiches sur les marchés publics, sur le droit de la concurrence, enfin sur tous ces sujets-là, et d'avoir essayé justement d'amener du non-finance publique dedans avec des références à des articles de droit, etc., pour faire en sorte justement de montrer ce qu'on attend de nous, c'est la capacité sur une question à dire, certes, c'est des finances publiques, mais les finances publiques, c'est aussi du droit, c'est aussi de l'économie, et donc d'amener dans cet angle mort du programme, c'est le bon terme, d'autres notions qu'on tire, et donc montrer qu'on arrive à dérouler un raisonnement à partir aussi de l'ensemble du programme qui nous est demandé, et donc de montrer que quelque part, l'exercice est réussi pour le jury, c'est de nous faire un peu aller chercher à droite, à gauche sur toutes les matières, les notions qu'on peut mettre intelligemment dans un plan. Ouais, mais rien que d'y penser là, et d'en parler là, c'est vrai qu'on c'était assez décontenançant quand même pour une 5e épreuve, donc 5e jour, dernière heure quasiment, très dense. Et sinon, pour revenir sur ces 6 mois de préparation pendant le Covid, donc 6 mois à plein temps bien sûr, comment tu as géré ce temps-là, l'attente des résultats pour les oraux, le passage sur les épreuves techniques à l'oral et bien sûr le grand oral? Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu peux nous en donner comme conseil? Il y a toujours ce conseil tarte à la crème en début de prépa, mais qui m'agaçait, qui était faites du sport, mangez bien, etc. Et force est de constater que la première fois où je l'ai passé, j'avais, je pense, une hygiène de vie qui était pas bonne. Je faisais plus de sport, ce qui est pas bien dans l'absolu. Et me concernant en plus, enfin, j'ai toujours fait du sport. C'était pas bien que j'en fasse pas à ce moment-là de ma vie. Et la deuxième fois, à l'inverse, alors qu'on était en confinement, etc.,
j'allais très régulièrement, c'est très régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours, hein, faire une demi-heure, 1 heure de sport, euh, avoir un peu de chimie et de molécules qui se dégagent dans mon cerveau pour juste me sentir bien, me sentir en confiance. Et ce qui est indispensable, d'autant que là, c'était quand même un exercice assez solitaire. Donc, pouvoir faire du sport à certains moments, même en général plutôt dans la soirée après la journée de préparation, mais parfois, notamment à l'approche des épreuves. Et a posteriori, tout paraît facile, mais c'était quand même un été très difficile. C'est un pari sur l'avenir, c'est un investissement qu'on fait qui est dur. On ne sait pas si ça vaut le coup, on ne sait pas si on fait pas une ânerie alors qu'on a tous les copains qui commencent à travailler, à être insérés dans la vie professionnelle, etc. Et on a l'impression de nous pas réussir à sortir de la case études. Et je me souviens parfois à midi avoir été pris, non pas d'une crise d'angoisse, mais à un moment ne plus pouvoir travailler bien parce que voilà, il y a un peu d'irrationnel, un peu de stress, etc. Parce on est humain et donc pendant 1 heure, aller faire de la corde à sauter et des pompes dehors et puis revenir, on est un peu calmé et puis ça va mieux. Et donc je pense que faire du sport ou une activité quelle qu'elle soit, des promenades, peu importe, mais s'aérer, c'est absolument indispensable à la fois pour son physique, mais aussi vraiment pour ses capacités cognitives. À un moment, sinon on sature, on tourne en boucle et on n'est plus efficace et je pense qu'on rentre dans des spirales qui sont négatives. Donc ça, c'est le premier point qui me semble indispensable, c'est faire du sport ou une autre activité. Enfin, s'aérer, si c'est votre truc, c'est plutôt aller au cinéma, etc. Enfin, faire des choses qui nous sortent de ça. Et par ailleurs, moi, et en prépa aussi, en prépa HEC également, je travaillais quasiment pas le dimanche. C'est un point qui était important pour moi d'avoir une journée où on fait autre chose, on est avec les siens et on sort de la préparation pour s'aérer. Là aussi pour revenir plus fort le lundi, mais parce que sinon, ça dépend des gens, hein, mais moi j'étais pas en capacité d'être efficace 7 jours sur 7, 8, 10, 12 heures par jour. C'était pas dans mes capacités, donc ça c'est un point important. Chacun se connaît et en tirera ce qu'il veut, mais ça me semble important toujours de se poser cette question. Et quand on se sent pas efficace et qu'on est à son bureau et qu'on produit pas, c'est qu'il faut arrêter d'être au bureau en fait. Aller faire un foot, aller faire que sais-je, mais arrêter parce que là juste on perd du temps et on est malheureux. Ça c'est le point qui me semble le plus important. Et ensuite, sa gestion aussi du temps, par ailleurs, c'est prendre des congés dans l'année de prépa, prendre des week-ends, l'été. Alors maintenant, ce sera plus l'été, mais l'été, il était long. Prendre peut-être pas 2 semaines de vacances, évidemment, mais un week-end prolongé de 2, 3, 4 jours. Faire en sorte à un moment juste de s'aérer après un concours blanc, par exemple, pour faire en sorte de recharger les batteries à bloc et d'aller dans la dernière ligne droite aussi fort que possible. Le dernier point, et ça dépend de chacun. Moi, la semaine de préparation, j'étais pas dans cette logique qu'ont certains, et à contrario de ce que je dis avant, de se reposer à fond le week-end d'avant, etc. Là, j'étais en mode mémoire immédiate. J'ai relu toutes mes fiches de toutes les matières avant chaque épreuve. Enfin, c'est-à-dire le dimanche, j'ai fait du droit public. Le lundi, après l'épreuve, j'ai fait économie, enfin, etc. Réactiver tout. Parfois, en lisant la fiche en 40 secondes, hein, mais juste la repasser en diagonale. Ok, j'ai tous les éléments, tac, tac, tac. Et pour se mettre dans son épreuve avant l'après-midi à 14h, y être dès la veille et le matin, pas pour arriver cramé, mais pour arriver bien disposé à ne pas avoir les quelques minutes qui font qu'on se met en branle pour produire, l'être dès le matin et quand on arrive, on sait ce qu'on a à faire. C'est marrant parce que sur les 2 premiers conseils, je suis totalement en phase. Le troisième, un peu moins, mais c'est Je sais, aussi. j'ai Voilà, écouté d'autres podcasts. Je sais que sur ça, on n'a pas passé le même week-end avant les écrits. Non, vraiment, moi, j'avais des collègues qui ont fait des calls jusqu'au dimanche matin. Et moi, dès le jeudi soir, je leur ai dit, mais en fait, non, c'est pas possible, je me repose, Mais je déconnecte. c'est pour ça, moi je précise, c'est pour de la mémoire immédiate. C'est pas pour approfondir un nouveau concept, Ouais. c'est juste pour réactiver des choses. Parfois, il y a des fiches, ça fait 2 semaines ou 10 jours qu'on les a pas lues, les réactiver. Et par ailleurs, il y a l'effet humain. C'est que peut-être que le jour, ça servira à rien. Mais il y a aussi cet effet psychologique de se dire, Oui, ça j'ai rassure. mis toutes les choses de mon côté. La veille, j'étais pas en train de me tourner les pouces, etc. J'étais en train de travailler. Il y a aussi ce côté-là qui est humain et qu'il faut admettre. Je sais pas si ça a été décisif dans la réussite des écrits, mais en tout cas, c'était un besoin que j'avais. Donc, ça me rassurait de travailler un peu même dans la dernière ligne droite. En tout cas, pas pour les services publics d'urgence. Voilà, ça c'est sûr que c'était impossible à lire, mais bien sûr, on prend ces conseils-là, ils résonneront chez nos auditeurs pour ceux qui sont en capacité de travailler jusqu'au bout ou qui ont envie de se rassurer. Moi, vraiment, je n'ouvrais rien, je m'astreignais à ne rien regarder, rien lire sur toute la semaine du concours, considérant vraiment que les 5 heures étaient tellement denses, tellement éreintantes. Voilà, le lundi soir, quand on finit son épreuve de droit, on a tous envie soit d'arrêter parce qu'on n'a pas traité le sujet, soit de discuter avec son collègue. Non, non, vraiment, on reste dans sa bulle, on rentre,
on regarde des films qui font du bien, on s'isole et on reste dans sa bulle, mais chacun bien sûr ses techniques. Et sur les 2 autres conseils, bien sûr, je te rejoins, continuer à faire du sport ou en tout cas son petit passe-temps, son petit plaisir. Et avec la frustration relative, il faut le reconnaître, que quand on passe tout son été à réviser, ou en tout cas là maintenant le concours de l'Institut national du service public sera en mars, mais il y a toujours ce passage de l'été en tout cas, est-ce qu'on le rentabilise ou pas, est-ce qu'on y va? On travaille effectivement sur le long terme, il faut s'autoriser des petites pauses, et il faut relativiser une frustration de ne pas sortir, de ne pas aller prendre un verre en terrasse tous les soirs si c'est notre habitude. On travaille pour quelque chose de plus noble. C'est quelqu'un qui m'avait dit en prépa, un des enseignants, qui nous avait vraiment dit au mois de mai, on était avant le Covid, il nous avait dit ne succombez pas à la pression, l'invitation, voilà, vos vrais amis en fait sauront que vous êtes dans un timing où il faut vous respecter et donc ils ne vous solliciteront pas trop, pas à outrance. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner ou on s'arrête là et je te libère, tu peux retourner à Caen? J'avais juste un dernier conseil une remarque en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Alors, il y a un biais a priori si on arrive sur le podcast Ambition Publique, c'est qu'on est intéressé par la chose publique. Mais c'est de rappeler l'évidence, mais c'est qu'on est heureux en étant fonctionnaire et je pense que c'est important. On parle de la noblesse de la mission, de missions qui nous dépassent, etc. Mais c'est aussi des métiers qu'on fait, dans lesquels on s'épanouit, dans lesquels on est heureux et je pense que c'est important d'avoir cette vision, moi un peu certes régalienne, on en a parlé, des suggestions que j'accepte et qui sont nécessaires pour que la société tourne, qu'il y ait des personnes qui acceptent ces suggestions, mais surtout c'est des métiers dans lesquels on s'épanouit, on a une vie extraordinaire à bien des égards, on vit des choses qu'on ne vivrait pas ailleurs et quand on se retourne le soir avant de se coucher, on se dit là aujourd'hui c'était quand même assez sympa la journée que j'ai vécue et tout ce qu'on a fait avant, on parlait un peu des sacrifices liés à la préparation des concours, tout ça vaut la peine. Et si ça n'a pas marché une première fois, ça peut marcher une seconde. Et si ça ne marche pas une seconde, c'est dans tous les cas des apprentissages sur soi-même et sur le fonctionnement de la société, une année de préparation qui sont dans tous les cas absolument rentables, quelle que soit la manière dont ils seront transformés ensuite. Donc je ne peux que conseiller à nos auditeurs de passer les concours administratifs qu'ils veulent selon leur projet et surtout arriver dans une optique positive pour notre administration, de se dire qu'on peut être heureux et épanoui en devenant fonctionnaire. Je crois que c'est une très belle conclusion, le mot de la fin d'une certaine manière. Et bien sûr, je te rejoins tout à fait sur cette idée qu'on doit se faire plaisir lors de son année de préparation au concours. Et on en ressort en citoyen éclairé encore plus. Je te remercie Philémon. Merci David et merci d'avoir créé ce podcast qui correspond à un vrai besoin pour les préparationnaires et donc on ne l'a pas dit mais parce qu'on ne l'a pas vécu notre année, mais évidemment écoutez les épisodes d'Ambition Publique pendant que vous préparez les concours. Merci, on en parle mieux que moi. Super, merci Philémon. Et bien sûr je vous invite à écouter les autres épisodes liés aux régaliens, liés aux prépa concours, liés à tous les domaines qui vous intéressent, comme l'a rappelé Philémon. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et maintenant YouTube, et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.